Bonjour à tous, bon début d'après-midi et soyez toutes et tous les bienvenus aux conférences virtuelles de l'Ordre édition 2020. Vous êtes près de 1000 personnes à vous être inscrites cet après-midi. On est tellement contents. On aurait beaucoup préféré être en salle avec vous, bien entendu, mais de vous savoir branchés, intéressés à être avec nous, c'est réellement un bonheur pour toute l'équipe qui est à produire cet événement. Alors, merci d'être présent en aussi grand nombre. Je suis heureuse d'être là. Je suis Karina Lehoux, comme animatrice d'une bonne partie de l'après-midi. J'ai eu l'occasion de vous rendre en salle à d'autres moments dans les dernières années. Alors, je peux vous imaginer fébrile, mais un peu partout dans vos différents bureaux ou peut-être même en télétravail. Présentement, je dois vous dire que je me trouve dans un lieu qui est très significatif, qui est chargé d'histoire. Je suis en plein cœur du Vieux-Québec, au monastère des Augustines. Les Augustines, certaines d'entre elles, on les appelait les apothicaires. Elles ont été les ancêtres des pharmaciens parce qu'elles veillaient notamment à préparer les remèdes à l'Hôtel-Dieu de Québec, qui est littéralement à un jet de pierre d'ici. Alors, dans ce lieu significatif de l'histoire de la pharmacie, j'en profite pour souligner le fait que l'Ordre célèbre cette année son 150e anniversaire. Bon anniversaire et on voulait partager et vivre ça un petit peu avec vous. Sur ce, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, dans les prochaines minutes? Comme vous le savez, sans doute, si vous avez lu le courriel qui vous a été envoyé un peu plus tôt aujourd'hui, la formation prévue sur le jugement professionnel a dû être annulée. Il y a des raisons de santé qui empêchent malheureusement notre conférencier Patrick Boudreau d'être présent. On le salue, on lui souhaite un prompt rétablissement. Et dans les circonstances, on s'adapte. C'est probablement un des populaire de l'année 2020. On s'adapte en vous présentant une présentation sur les nouvelles activités professionnelles propres au projet de loi 31 et au règlement associé. Ce sera présenté par la directrice générale et secrétaire de l'Ordre, Mme Manon Lambert, avec qui je serai en direct dans quelques secondes. Cette présentation, elle ne donnera pas droit à une heure de formation continue de l'Ordre. Toutefois, il y a d'autres dates qui seront planifiées pour la formation gratuite sur le jugement professionnel. Il y a une séance qui sera offerte mensuellement au cours des prochains mois. Dans un instant, il y aura donc, oui, la conférence de Mme Lambert. Ce sera suivi de la cérémonie de remise de prix. On va honorer plusieurs collègues et ce sera suivi enfin de la 149e Assemblée générale annuelle de l'Ordre. Lorsqu'une activité va se terminer, on en a donc 3 ensemble dans les prochaines heures, on va faire une courte pause. Puis vous allez pouvoir cliquer sur l'onglet En direct qui est dans le haut de la page, juste ici, et choisir l'activité. Vous devrez alors à nouveau vous identifier, puis un court formulaire qui est prévu pour ça, c'est tout simple. Et tant qu'à vous parler de la plateforme, sachez que tout au long de la présentation, vous pouvez cliquer sur le bouton poser une question qui se trouve sous la fenêtre vidéo que vous voyez actuellement. On va prendre quelques minutes à la suite de la conférence de Mme Lambert pour répondre d'ailleurs à des questions. Et le temps est venu de vous la présenter. Mme Manon Lambert. Manon, bonjour. Bonjour, Karina. Vous allez bien? Très bien, vous-même. Oui, merci beaucoup. Manon, peut-être, je pense que vous passez de présentation pour beaucoup de gens qui sont dans l'industrie pharmaceutique depuis plusieurs années, mais en même temps, je vais profiter de la tribune pour partager quelques éléments clés de votre parcours qui est magnifique. Avec près de 30 ans d'expérience en pharmacie à votre actif, vous assurez depuis 2005 les fonctions de directrice générale et secrétaire à l'Ordre. Après avoir exercé en établissement de santé, vous avez été coordonnatrice du réseau de revue d'utilisation des médicaments. C'était de 1991 à 1995. Puis, vous avez occupé le poste de directrice générale de la PES pendant 10 ans. Vous êtes quelqu'un qui est très impliqué professionnellement. Alors, vous avez notamment été membre de la table de concertation du Conseil du médicament, du groupe de travail sur la planification de la main-d'œuvre en pharmacie et de la table de concertation de la pharmacie québécoise. En 2003, je sais que ça fait quelques années, mais je tiens à le saluer, à le souligner, vous avez été identifié par l'actualité pharmaceutique comme l'un des 10 pharmaciens qui a marqué la dernière décennie. Et en 2013, vous avez reçu le prix pharmacien de cœur et d'action dans la catégorie gestionnaire. Bravo pour tout ce parcours-là. On est chanceux de vous avoir avec nous à la direction de l'Ordre, mais aussi en direct actuellement. Et je débute en vous posant la question suivante, dans le contexte qu'on connaît tous actuellement. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité aborder le sujet des nouvelles activités qui sont liées au projet de loi 31?
Ben, je pense que vous avez pratiquement répondu vous-même à votre question. C'est le contexte. On sait que dans cette année 2020, les pharmaciens ont eu à gérer beaucoup de changements. Il y a eu plein de choses temporaires durant la COVID et tout ça. Puis on sait que la loi 31 va venir s'ajouter par-dessus. Alors, on trouvait qu'à défaut de pouvoir vous présenter quelque chose sur le jugement professionnel, ben, de présenter les activités de la loi 31, de pouvoir vous répondre en tant qu'ordre professionnel sur les interrogations que vous pourriez avoir comme membre, ben, c'était la solution de rechange parfaite finalement. C'est très à propos. Je vais vous laisser le soin de présenter. Je vous retrouverai par la suite pour répondre à quelques questions. Donc, je rappelle à tout le monde que vous pouvez utiliser la plateforme pour nous envoyer vos questions au fur et à mesure de la présentation de Mme Lambert. Manon, à vous. Merci. Alors, écoutez, la loi 31, il y en a certains d'entre vous qui l'accueillent avec enthousiasme et qui, comme on dit, qui ne se peuvent plus d'attendre que tout soit mis en application. Il y en a chez qui ça laisse plutôt froid. Il y en a qui appréhendent, je dirais, l'arrivée de ces nouvelles activités-là dans le contexte où, comme je l'ai dit tantôt, on sait que vous avez beaucoup de choses à faire. Mais je pense qu'il faut considérer que le monde évolue, la pharmacie aussi, et jusqu'à un certain point, si la pharmacie n'évolue pas et que le monde évolue, bien, ça veut dire qu'on va reculer. Donc, en 2020, qui n'avance pas recule. Donc, c'est un peu ce qu'on pense à l'ordre des pharmaciens. Souvent, ben, on parlait du 150e anniversaire, c'est le moment de parler un peu d'histoire. Et je pense que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Et on vous a fait de façon très schématisée les grandes évolutions de la loi sur la pharmacie. La dernière très grande évolution a eu lieu en 1973. C'est la loi sur la pharmacie à peu près, je dirais, dans le format qu'on connaît aujourd'hui. En 2003, il y a eu la loi 90 qui a amené du changement pour un grand nombre de professionnels. Je vois qu'il y a une petite erreur sur la diapositive. En 2011, ça a été la loi 41 et en 2019, c'est la loi 31. Je voulais juste vous souligner qu'on ne le réalise peut-être pas comme pharmacien, mais il y a peu de professions. On voit que depuis 2003, en fait, il y a eu 3 changements à notre champ d'exercice. Il y a peu de professions qui peuvent se vanter d'avoir pu faire évoluer leur profession autant que nous. Je vous dirais que dans le domaine de la santé, il y a peut-être les infirmières et nous là, qui avons ces évolutions-là. Bien sûr, c'est essoufflant. Bien sûr, ça demande de l'ajustement, ça demande de l'énergie, mais en même temps, on a des collègues qui n'ont pas vu leur loi évoluer depuis 40 ans et je peux vous dire que ces gens-là sont assez jaloux de ce que l'Ordre des pharmaciens a réussi. Puis pourquoi on l'a réussi, dans le fond, l'Ordre des pharmaciens? C'est que, vous le savez tous, hein, on a un défi d'accès aux soins de santé. Puis, je dirais, vous le savez, en fait, vous le vivez tous parce que vous avez vu beaucoup vos tâches changer au cours des dernières années. On sait que les pharmacies sont beaucoup devenues des centres de triage. Puis, dans ce contexte-là, les outils qui étaient à votre disposition pour agir étaient plutôt parcellaires, disons-le. Et ça a participé, je dirais, au fait de convaincre la classe politique des changements, ce qui a amené l'opportunité politique. Ce qu'on a réussi, je dirais, beaucoup, notamment à partir de la loi 41, puis je veux souligner les efforts là, qui ont été mis par les différents présidents, là, Claude Gagnon, Diane Lamarre, Bertrand Bolduc, qui ont tous eu le même fil conducteur. Et on a réussi à positionner que le pharmacien soit perçu comme une solution. Il y a aussi, et il faut se le dire, une ère de collaboration interprofessionnelle qui fait en sorte que les cristallisations des champs d'exercice et les guerres corporatives se font de plus en plus discrètes et les ordres travaillent de mieux en mieux ensemble. Donc, évidemment, quand on vient pour changer une loi et que les partenaires sont d'accord avec nous, bien, ça facilite les choses. Et je dois dire aussi, c'est aussi
aussi et beaucoup grâce à vous, parce qu'il y a beaucoup de pharmaciens qui ont ouvert la voie. On a plein de pharmaciens qui avaient déjà commencé à faire certaines de ces activités-là de façon créative, de façon imaginative, évidemment, pour rester à l'intérieur du cadre de la loi. Puis on va se faire un petit clin d'œil parfois peut-être aux confins et aux limites de la loi. Donc, il y en a beaucoup d'entre vous qui avez pavé la voie. Et l'autre chose qui a fait qu'on a pu amener 31 quelques années après 41, c'est que vous avez, comme pharmacien, embarqué dans 41. Il y aura toujours des mauvaises langues pour dire il n'y a pas eu suffisamment d'activités et tout ça, mais je dois vous dire que quand je compare à de nouvelles activités d'autres professionnels, vous avez embarqué de façon exemplaire les pharmaciens et ça incite la confiance, ça incite la classe politique à nous croire quand on dit que le pharmacien est perçu comme une solution. Quand on veut vendre, parce que c'est un peu ça, hein, on fait de la vente pour un projet de loi, ce n'est pas l'ordre qui écrit la loi, c'est le législateur, c'est l'Assemblée nationale, c'est les parlementaires. Donc, quand on veut convaincre la classe politique qu'il faut changer une loi professionnelle, ben, il faut avoir des principes directeurs, puis ces principes directeurs-là doivent se retrouver au niveau de notre discours. Ça a été quoi nos principes directeurs pour la loi 41? Bien, la première des choses, ça a été de faire primer l'intérêt du patient. Qu'est-ce qui était bon pour le patient? On a eu toutes sortes de propositions ou de commentaires parfois de membres ou d'autres personnes qui disaient bien, on devrait aller là, mais on se disait, est-ce que ça, c'est vraiment, à chaque fois qu'on avait ce genre de propositions-là ou de commentaires-là, on passait toujours ça à travers le filtre. Est-ce que c'est dans l'intérêt du patient que le pharmacien agisse à ce niveau-là? Donc, ça a été le premier principe directeur. Le deuxième principe directeur, c'est de favoriser la continuité des soins par le bon professionnel au bon moment. Et ça, je dois dire que votre accessibilité et votre disponibilité a beaucoup joué en notre faveur. Et c'était assez facile quand on passait ce qu'on demandait à travers ce filtre-là, de comprendre que dans bien des cas, le pharmacien, c'était la bonne personne parce qu'il était là rapidement. Vous allez le voir notamment pour la prescription des antiviraux, ça a été un argument de taille. L'autre élément qui est un des principes directeurs, c'est est-ce que l'implication des pharmaciens pouvait favoriser l'usage optimal des médicaments en déployant de façon plus large son expertise. L'autre élément qui est important, puis vous allez le voir dans le guide qui va sortir, c'est que c'est pas parce qu'on a plus d'activités autonomes, parce que la loi 31, elle nous amène ça, des activités plus autonomes, qu'on doit agir en silo et qu'on doit agir seul. Alors, paradoxalement, quand on a des activités plus autonomes, il faut au contraire, si on veut s'assurer que le patient soit bien traité, travailler en équipe, travailler en collaboration. On ne voulait pas non plus que le pharmacien se mette à effectuer des activités de nature diagnostique. Et évidemment, quand on élargit le champ de pratique, il faut être conscient de l'élargissement de la responsabilité professionnelle, puis on se posait toujours des questions par rapport à ça. Les prochaines années en pharmacie, est-ce que ce sera un sprint ou un marathon? Est-ce qu'on doit se dépêcher, sprinter, en fait, à mettre en place toutes les activités 31 demain matin? Bien sûr que non. On sait qu'il y a des pharmaciens qui sont pratiquement, au moment où on se parle, sur la ligne d'arrivée. Donc, pour eux autres, ça peut vouloir dire un sprint. On sait qu'il y a d'autres endroits, pour différentes raisons, qui ne sont pas rendus au même niveau de développement. Pour ces gens-là, ben, ça va être un marathon, puis c'est bien correct. On n'est pas obligé de tout faire en même temps et il faut considérer nos réalités propres. Si je suis dans une pharmacie ou un département où je n'ai pas les effectifs en place pour ne serait-ce que faire la base, ben, c'est bien sûr que je n'irai pas faire un sprint pour intégrer 31 à ma pratique. Donc, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut qu'on s'adapte
ou qu'on adapte l'intégration de ces nouvelles activités-là à notre situation et vous n'aurez pas de pression là-dessus. Je vous dirais peut-être à une exception, puis on va en parler tantôt, c'est la vaccination, parce que le contexte actuel fait en sorte qu'il y a de grandes attentes envers les pharmaciens à ce niveau-là. On va passer au cours des prochaines minutes chacune des grandes activités, essayer de vous les expliquer largement. Évidemment, tout ce que je vais vous dire va se retrouver dans un guide qui sera beaucoup plus complet que ce que je peux vous présenter en 45 minutes. Aussitôt que ce guide-là et que les règlements seront mis en application. En fait, aussitôt que les règlements vont être mis en application, le guide sera présent. Puis évidemment, comme pour la loi 41, on sera disponible à l'ordre pour répondre à vos questions, pour vous guider, pour vous soutenir dans l'intégration de ces nouvelles activités-là. Alors, commençons d'abord par l'évaluation de la condition physique et mentale d'une personne. Et le bout de la phrase que je vais dire est extrêmement important. C'est dans le but d'assurer l'usage approprié des médicaments. On ne veut pas faire de l'évaluation pour faire du diagnostic, on veut le faire pour assurer l'usage approprié des médicaments. Ça, je sais, ça a fait en sorte que les pharmaciens se sont posé beaucoup de questions. C'est une nouvelle activité. Comment je vais faire pour faire ça? Et je pense qu'il y a une mécompréhension de ce que c'est. Beaucoup de gens mélangent évaluation de la condition physique et mentale avec examen physique. L'examen physique n'est qu'une constituante de l'évaluation et il y a beaucoup d'activités qu'on peut réaliser ou d'étapes qu'on peut réaliser dans le contexte d'évaluation et qu'on réalise déjà de toute façon, qui font en sorte que ce n'est pas tant une nouvelle activité que le témoin, je pense, de ce qui se fait déjà au moment où on se parle. Bien sûr, ça va ouvrir la porte pour aller plus loin, mais je pense qu'on peut dire que chaque pharmacien individuellement, en 2020, on fait déjà de l'évaluation de la condition physique ou mentale d'un patient et tout ça toujours dans le but d'assurer l'usage approprié. Donc, ça suppose quoi, cette activité-là? Ça suppose diverses activités ou diverses étapes pour lesquelles le pharmacien est déjà formé. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas besoin de formation continue? Non, parce que la loi peut nous amener un petit peu plus loin qu'on était, mais les pharmaciens sont déjà formés. Faites-vous confiance, vous êtes capable de faire ça. Ça doit viser, comme je le disais tantôt, et c'est fort important, l'usage approprié des médicaments. Et ça veut dire quoi en termes d'étapes? Bien, essentiellement, la collecte des données, vous savez, au niveau des standards de pratique, ça fait longtemps qu'on parle de collecte de données. Puis la collecte des données, on la fait comment? Bien, on la fait dans le dossier patient, on le fait par entrevue, on fait par communication avec d'autres professionnels, on va chercher les analyses de laboratoire, les tests lorsqu'elles ont été prescrites par d'autres, mais on va pouvoir, en fait, on peut déjà les prescrire, mais vous allez voir qu'on élargit cette possibilité-là. L'autre étape, une fois qu'on a recueilli toutes ces données, bien, c'est d'interpréter les données, de se faire une représentation finale du problème et de prendre une décision. Je vous dirais que l'interprétation des données puis représentation du final du problème et la prise de décision, c'est ce que mon collègue Patrick éventuellement va vous présenter dans une formation sur le jugement professionnel parce que c'est là que le jugement professionnel s'applique beaucoup. Évidemment, ça amène par la suite une transmission de l'information aux patients, puis éventuellement le suivi de cette décision-là qui est un petit peu plus là, au niveau de la surveillance de la thérapie. Je vous ai parlé de la prescription de tests, alors parlons-en maintenant. Qu'est-ce que la loi 31 nous dit? En fait, elle nous dit que c'est pour assurer l'efficacité et la sécurité de la thérapie médicamenteuse. Ça, c'était déjà présent dans 41. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est qu'il n'y aura plus de liste. Donc, en pharmacie communautaire, on était assujetti à une dizaine à peu près de tests. En pharmacie d'établissement, il n'y avait pas de liste, mais en pharmacie communautaire, il y en avait une. Donc, il n'y aura plus de liste parce qu'une liste, ça fait en sorte qu'on oublie des choses et que quand la science évolue, bien, on n'est pas capable de le suivre. Donc, la seule liste qui existe, c'est une liste dans votre tête qui doit vous faire poser la question à chaque fois que je prescris un test, est-ce que c'est pour assurer l'efficacité et la sécurité de la thérapie médicamenteuse? Si la réponse est oui,
ben vous pouvez prescrire cette analyse-là avec une petite limite. Je vous dirais que lorsque vous prescrivez un test, vous devez quand même être compétent pour analyser le résultat. Ça, c'est important. Et quand on dit vous devez être compétent pour analyser le résultat, évidemment, c'est dans le contexte de la surveillance de la thérapie médicamenteuse et de l'usage approprié. Est-ce qu'il se peut que vous commandiez un test, puis qu'à un moment donné, vous ne soyez plus compétent pour assurer le suivi? La réponse est oui. Par exemple, je prescris une créatinine sérique pour faire un ajustement de médicaments et finalement la créatinine sort dans le plafond, ben, ça se peut que vous ayez besoin du médecin. Donc, dans ce contexte-là, la collaboration interprofessionnelle prend tout son sens. Mais si je reviens un petit peu avant, je vous parlais d'analyse de laboratoire, je vous parlais de tests. Ça aussi, c'est une clarification, puis c'est une nouveauté. Ce qu'on avait, c'était des analyses, essentiellement, on pouvait prescrire des analyses de laboratoire, mais dorénavant, la loi 31 elle va vous permettre d'aller plus loin. Alors, par exemple, si vous avez besoin d'une spirométrie, vous pratiquez, par exemple, chez les patients asthmatiques, MPOC, vous avez besoin d'une spirométrie. Ce n'est pas une analyse de laboratoire, mais la loi 31 va vous permettre de prescrire ça. C'est important de savoir, et ça, c'était vrai avant, puis c'est vrai maintenant, que vous devez gérer les valeurs critiques. Les valeurs critiques, c'est une valeur très anormale. Il faut être disponible pour les recevoir et effectivement, dans le cadre des valeurs critiques, ben, il faut s'assurer du suivi de cette valeur-là jusqu'à la prise en charge par un autre professionnel parce qu'il y a fort à parier qu'on ne sera pas en mesure, seul comme pharmacien, d'assurer le traitement ou le suivi de ces éléments-là. Tant qu'aux communications avec les autres professionnels, si jamais effectivement vous le jugez pertinent, vous avez une analyse puis vous vous posez des questions, ça satisfait votre besoin pour le suivi ou la surveillance de la thérapie médicamenteuse, mais vous dites, oh, il y a peut-être quelque chose d'autre. Bien, si vous le jugez pertinent, vous pouvez aviser, par exemple, le médecin du résultat, puis en discuter avec lui, puis faire en sorte qu'il le prenne en charge, même si on n'est pas à l'intérieur de valeurs critiques. Autre nouvelle activité, prélèvement dans le pharynx, c'est d'effectuer un prélèvement en introduisant un instrument dans le pharynx. En fait, ce n'est pas l'Ordre qui l'a demandé, celle-là, c'est une demande du ministère de la Santé qui a été acquiescée par l'Ordre des pharmaciens et le CMQ. C'est considéré comme un geste invasif, donc ça doit être inclus comme une activité réservée. Ça ne vient pas permettre aux pharmaciens de faire un diagnostic d'une pharyngite, par exemple. Le diagnostic, lui, est établi par un professionnel habilité, mais ça permet, et on a peut-être été un peu devin, regardez la situation actuellement dans la COVID, le médecin pourrait être en télétravail, faire un examen là, par visio au patient au niveau de la gorge, pas être certain que le patient, si on est on est en situation d'une pharyngite à streptocoque, ben, il pourrait demander au pharmacien de collaborer, faire le strep test, puis dans la mesure où le résultat est positif, ben, le pharmacien pourrait amorcer une antibiothérapie selon le résultat. Donc, c'est un peu dans le contexte. Pour le moment, il y a eu beaucoup de débats là, sur les prélèvements nasopharyngés. Ce n'est pas prévu dans la loi. Si le gouvernement voulait qu'on fasse cette action-là, il faudrait soit modifier la loi, soit arrêter en arrêté ministériel, mais pour le moment, l'Ordre ne s'est pas montré favorable là, à aller jusque-là pour différentes raisons. Autre nouvelle activité ou je dirais modification d'une activité qu'on avait eue dans le cadre de la loi 31, ben, c'est amorcer ou modifier une thérapie médicamenteuse. Ça a quand même passablement, changé. Pour ce qui est des conditions mineures et des conditions de santé, pas tant que ça, mais vous allez voir par la suite là, où les changements les plus significatifs là, vont arriver.
Au niveau des conditions mineures, ce qui a beaucoup changé, je vous dirais, c'est les situations, les critères dans lesquels on peut prescrire. On était très, très restreint. Il fallait que ça soit pas moins d'1 an, moins de 2 ans, moins. Donc là, on a vraiment simplifié les choses. On va le voir tantôt. C'est les situations où il y a un diagnostic antérieur qui a été effectué par un professionnel habilité, puis que effectivement, vous pouvez, de votre côté, amorcer une thérapie si la même condition se représente. Le porte-étendard de cette activité-là, -là, c'est l'infection urinaire qu'on a gagné la dernière fois. Lors de votre évaluation de la situation, il faut que le patient reconnaisse ses symptômes. Tout comme avant, il faut qu'il n'y ait pas de signal d'alarme qui pourrait vous indiquer qu'on est en présence d'un autre problème. Puis, dans ce cas-là, quand on prescrit ou on represcrit, en fait, un médicament, il faut informer chaque fois le prescripteur qui a rédigé l'ordonnance originale qu'on a represcrit le médicament. Je vous disais qu'on avait simplifié les choses. Essentiellement, dorénavant, si vous avez les médicaments au dossier ou que on a prescrit au patient il y a moins de 5 ans, vous allez pouvoir prescrire. Vous voyez à l'écran, je vous ferai pas la liste des affections, mais 5 ans et moins de la première ou de la prescription originale pour les conditions mineures à gauche, vous pouvez y aller. Il y a même pour l'infection urinaire. Donc, on n'est plus limité à la dernière année parce qu'on sait qu'on manquait beaucoup de patientes. Par contre, les critères ont un petit peu changé. Là. Ils sont notés à ce moment-ci. Donc, c'était un peu paradoxal la dernière fois, c'est s'il y en avait plusieurs qu'on pouvait agir. Là, on dit, oups, s'il y en a plusieurs, il faut faire attention parce que là, on peut avoir un autre problème. Donc, ça a changé un petit peu. Et ce qui a été limité à 2 ans, donc la represcription doit se faire moins de 2 ans après la prescription originale, c'est la candidose orale, c'est la dysménorrhée primaire et c'est les hémorroïdes. Pourquoi? Parce que, bon, la candidose orale, évidemment, vous le savez mieux que moi, il peut y avoir des problèmes d'immunosuppression derrière ça. Dysménorrhée primaire, il peut y avoir toutes sortes d'autres causes, hémorroïdes, notamment la crainte de cancer ou d'évolution de différentes pathologies. Donc, retenir que c'est 5 ans de façon générale, 2 ans pour 3 conditions. Au niveau donc des pratiques préventives en santé, ce qu'on disait, c'est auparavant la prescription sans diagnostic. Donc, on parle des pratiques préventives de santé. On sait qu'on avait des activités au niveau de santé de la femme et santé de l'enfant. On avait santé voyage là-dedans. Essentiellement, ça demeure. Mais on ajoute quand même plusieurs situations de prophylaxie médicamenteuse. Donc, évidemment, en prophylaxie, le diagnostic n'est pas requis. Qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute la prophylaxie post-exposition accidentelle au VIH, avec une référence obligatoire, par contre, dans 72 heures pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres maladies transmissibles qui ont été amenées avec l'exposition possible. On a ajouté, c'était déjà fait par ordonnance collective dans beaucoup de régions, mais là, on n'aura plus besoin d'ordonnance collective. C'est la prophylaxie post-exposition aux piqûres de tique, la maladie de Lyme. Prophylaxie antibiotique chez les porteurs de valves, prophylaxie cytoprotectrice chez les patients à risque et prophylaxie antivirale chez les personnes à risque de développer des complications liées à l'influenza. Évidemment, ça va beaucoup jouer ou se faire dans les milieux, notamment les RPA, les CHSLD, là, quand on a des éclosions, on veut protéger le reste de la clientèle, donc ça va beaucoup se faire à ce niveau-là. On a aussi la prescription de médicaments de vente libre et la prescription de salbutamol, qui est une annexe 1, qui ont été ajoutés.
Au niveau des nausées et vomissements, on l'avait déjà chez la femme enceinte. On se souviendra que nos collègues du Saguenay nous avaient ouvert, Saguenay, Lac-Saint-Jean, je ne veux pas oublier le Lac-Saint-Jean, mais les collègues nous avaient ouvert la voie avec une belle ordonnance collective. Mais là, on va plus large, c'est prévention de nausées et vomissements de toute origine, évidemment en limitant au cas de nausées et vomissements légers à modérés. Donc, ça, c'est un autre changement à ce niveau-là. Traitement de la dermatite de contact allergique, on change un petit peu là, la puissance de la corticothérapie qu'on peut donner. Traitement de la dysphagie et du reflux gastro-œsophagien, c'est une nouvelle condition qui est ajoutée avec une limite, durée maximale de 4 semaines consécutives ou 6 semaines cumulatives par année. Le principe derrière ça, hein, c'est que souvent, de toute façon, une endoscopie n'est pas recommandée en primo-traitement. Puis souvent, le médecin va faire ce premier essai-là. Fait que ce qu'on a dit, c'est que ça facilite le travail du médecin parce que quand on va envoyer le patient, si on a donné 6 semaines cumulatives dans l'année ou 4 semaines consécutives puis que les symptômes demeurent, la première étape va déjà être là et donc on va déjà avoir avancé dans le traitement puis ça va aider au niveau de l'accès. Donc, c'était la logique qui était derrière ça. Des nouvelles infections virales maintenant qu'on peut traiter. Et ça, je dois vous dire que, évidemment, on est à la limite entre le diagnostic et comment je dirais ça, c'est ça, le diagnostic. Et quand je vous disais tantôt que la grande accessibilité des pharmaciens a été utile, c'est s'il y a 2 conditions pour lesquelles ça a été ça qui a été à l'origine parce qu'on tombait, là, comme je vous dis, là, sur la ligne, c'est dans le cas du Zona et de l'influenza. Parce qu'on sait tous très bien que passer 48-72 heures, là, amorcer ces traitements-là, ça diminue de beaucoup, beaucoup, beaucoup l'efficacité, sinon ça le rend même inefficace dans plusieurs cas. Et on sait la difficulté d'accès court terme que dans certaines régions, les patients ont. Donc, ça devenait logique que le pharmacien puisse amorcer ces traitements-là. Pour ce qui est du Zona, une exception, c'est le Zona qui serait au niveau de la tête, évidemment, parce que ça peut devenir une urgence médicale à ce niveau-là. Et pour l'influenza, évidemment, les traitements antiviraux ne sont pas, en termes d'usage approprié, requis pour tous les patients. C'est pour les patients qui sont à risque de développer des complications, parce que dans le fond, c'est la réelle utilité des médicaments antiviraux, parce que pour ce qui est de traiter l'influenza ordinaire, on le sait tous là, on diminue un peu la durée des symptômes, là, même pas d'une journée, mais la littérature nous dit quand même que pour les patients à risque de développer des complications, d'amorcer un traitement peut être favorable. Il y a une démarche qui est prévue. Bien évidemment, l'évaluation de votre patient. Donc, l'importance d'avoir l'activité d'évaluation dans nos activités dont je parlais tantôt. Évaluer votre patient, s'assurer de l'absence de signaux d'alarme comme dans tous les autres cas. Si vous avez un patient, par exemple, chez qui vous soupçonnez un syndrome grippal qui est terriblement moche, puis que dans le fond, c'est l'urgence qui s'applique, vous le référez à l'urgence. Il faut prescrire une thérapie médicamenteuse comme dans tous les cas selon les données probantes. Et vous devez, dans ces 2 cas-là, orienter le patient pour établir le diagnostic de la façon suivante. Pour le Zona, c'est obligatoire de référer le patient dans les 72 heures parce que toute la prise en charge potentielle de la douleur post-herpétique, hein, on le sait, c'est une des complications du Zona. Pour ce qui est de l'influenza, il y a une référence au médecin, mais seulement s'il y a une détérioration de l'état dans les 48 à 72 heures suivants. Donc là, à ce moment-là, on doit indiquer au patient d'aller consulter le médecin. Alors, quand je vous disais que la collaboration interprofessionnelle était au cœur de ces nouvelles activités-là, on le voit dans ce contexte-là qu'il faut travailler en équipe, il faut travailler ensemble à ce niveau-là.
les traitements de conditions en autosoins. J'ai vu passer sur Facebook beaucoup de questions de pharmaciens qui se demandaient, ouais, mais pourquoi avoir la possibilité de prescrire les médicaments d'annexe 2 ou 3? Parce que dorénavant, vous avez cette possibilité-là de prescrire les médicaments de vente libre. En fait, c'est les médicaments d'annexe 2 ou 3 ou même les médicaments hors annexe. Est-ce qu'on a une liste restreinte? La réponse est non. Est-ce que je dois évaluer mon patient? Bien, comme vous le faites actuellement quand vous conseillez un médicament de vente libre. Donc, oui, c'est toujours. Puis, rappelez-vous les étapes d'évaluation. Poser les questions, établir son jugement, puis prendre la décision. Qu'en est-il de la fourniture des équipements? Ben, on a hésité à le mettre dans la loi, mais le ministère nous a dit, vous pouvez les prescrire lorsque ceux-ci sont nécessaires à l'usage approprié des médicaments. Donc, on n'a pas besoin de mettre ça dans la loi. Maintenant, les questions qui se posaient beaucoup sur Facebook, c'est, ouais, mais pourquoi j'ai besoin de ça? Pourquoi est-ce qu'on nous a donné ça, cette possibilité-là? Bien, je vous dirais, nos collègues hospitaliers, notamment en CHSLD, vous en parlerez à Rachel Rouleau, ça a facilité beaucoup leur vie parce qu'en établissement de santé, tout doit être prescrit et on devait parfois appeler le médecin pour faire prescrire une crème là, quelconque. C'est aussi bon pour les cas de garderie, quand vous aviez une garderie qui n'acceptait pas là, que vous mettiez juste une étiquette sur l'acétaminophène pour le donner aux patients. La loi prévoit que ça doit être prescrit. Donc, dorénavant, vous avez la possibilité de le prescrire. On peut penser aussi pour les pharmaciens qui desservent des clientèles dans les RPA, pour les ajouter sur le FADM, pour faciliter et sécuriser le circuit du médicament. Donc, il y a toutes sortes de circonstances là, qui peuvent faire en sorte que je devrais le faire. Est-ce que ça veut dire qu'on doit le faire pour tout? Non, c'est vraiment dans les cas où, selon votre jugement, le fait de prescrire le médicament va être bénéfique pour l'intérêt du patient. La vaccination, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de pression à ce moment-ci. En même temps, même sans la pression, je dois dire que je suis extrêmement fière de nous comme pharmaciens. On est rendu à plus de 2250, puis probablement encore un petit peu plus de pharmaciens qui sont formés. C'est une réponse extraordinaire. C'est sûr que quand je parle au ministère, j'aimerais ça avoir encore plus de pharmaciens formés, mais il faut comprendre que le message qu'on a toujours dit, c'est que le pharmacien serait un vaccinateur d'appoint. Donc, on ne veut pas qu'il devienne le vaccinateur principal, mais vous comprendrez que dans le contexte de la COVID, la vaccination en pharmacie revêt un caractère fondamental parce que beaucoup d'autres professionnels, évidemment, vont peut-être être rappelés en CHSLD, en RPA. On sait aussi qu'on ne pourra pas faire ce qu'on appelle des PODS, là, des méga cliniques de vaccination. Donc, il y a de grandes attentes. Et l'autre élément pour lequel il y a des grandes attentes, puis même si on dépasse la période de grippale, je vous dirais que je vais vous inviter à continuer à aller vous former parce que imaginez si on a notre vaccin contre la COVID, imaginez si on a 2 ou 3 rappels où il va falloir vacciner 6-7 millions d'habitants. Je ne sais pas combien vont se faire vacciner, mais les sondages indiquaient qu'à peu près les 3/4 de la population seraient disposés à se faire vacciner. Imaginez le nombre de vaccinateurs que ça va prendre. Donc, je pense qu'on doit se sentir comme professionnel de la santé appelé à contribuer à faire en sorte que la COVID devienne une menace derrière nous. Et donc, je vais vous inviter à réfléchir. On ne forcera jamais personne, mais je pense qu'il y a un appel pressant à tous les professionnels de pouvoir contribuer éventuellement à cette activité-là. D'ailleurs, il y a un arrêté ministériel où beaucoup de professionnels vont pouvoir vacciner. Par contre, plusieurs de ces professionnels-là vont pouvoir vacciner seulement sous la supervision de personnes qui sont habilitées à évaluer. Et évidemment, les pharmaciens, maintenant, avec la loi 31, faisons partie de ces professionnels-là. Donc, on va pouvoir superviser d'autres professionnels qui pourraient être appelés, par exemple, à vacciner dans le contexte de la COVID. Modifier une thérapie médicamenteuse de manière autonome,
Ça, il y a eu beaucoup de changements à ce niveau-là et c'est important. Dans quelles circonstances? Pour assurer la sécurité du patient, ça, c'était déjà connu, c'était dans la loi 41. Maintenant, la nouveauté ou la confirmation, je devrais dire, on se gardait une petite gêne, les pharmaciens, pour intervenir quand c'était pour assurer l'efficacité de la thérapie. Par exemple, on recevait une prescription dosage thérapeutique. On était gêné un peu de faire un ajustement dans ce contexte-là. Bien, la loi 31, elle vient préciser ça. Est-ce que ça implique aussi le droit de cesser un médicament lorsque je le juge nécessaire? Oui, 31 clarifie ça, c'est clair que c'est permis. Qu'en est-il de l'ajustement des substances désignées, des narcos? Bien, évidemment, vous le savez, il y a une loi fédérale qu'on ne contrôle pas. Par contre, vous avez vu que durant la COVID, il y a eu des assouplissements. Certains vont être permanents, d'autres vont devoir faire l'objet d'une modification réglementaire. Ça, je peux vous dire qu'on travaille fort actuellement à faire en sorte qu'on ne revienne pas en arrière à ce niveau-là. Donc, mais ce qui est permanent, pour le moment, en termes d'ajustement, c'est sûr que vous pouvez ajuster des substances désignées ou des narcos pourvu que votre ajustement ne fasse pas en sorte qu'ultimement, on dépasse la quantité initiale prescrite, la quantité de comprimés, la quantité d'ampoules. Donc, actuellement, ça, c'est de façon permanente. Et ça, je dois dire que l'Ordre des pharmaciens, on a contribué à cette interprétation-là de Santé Canada, puisqu'on avait demandé une opinion juridique à notre procureur. On l'a présenté à Santé Canada et je dois vous dire que cet élargissement-là, il est vraiment basé sur ce que nous, on avait demandé au ministère. Donc, on n'est pas peu fiers de ça. Est-ce que je dois communiquer au prescripteur initial? Ben ça, c'est lorsque vous le jugez utile et c'est obligatoire s'il y a une modification de la dose du médicament puis une modification de la voie d'administration. Une fois ça dit, ces modifications-là, pour entrer en vigueur, ben, demandent un règlement. Donc, ce n'est pas encore en vigueur au moment où on se parle. D'autres situations vont pouvoir amorcer, cesser, ajuster la thérapie. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle les pratiques collaboratives. Si on regarde en termes d'architecture de ce qu'on peut faire, dans tous les cas qu'on initie, en fait, qu'on amorce, qu'on modifie ou qu'on cesse un médicament, en fait, ces trois activités-là se retrouvent. Maintenant, il y a différentes façons d'y arriver, puis c'est un peu ce que veulent dire nos trois cercles dans la diapo. Le premier cercle, c'est qu'on va amorcer, modifier ou cesser une ordonnance selon une ordonnance individuelle ou collective. C'est-à-dire que je reçois une ordonnance, par exemple une ordonnance individuelle, et j'ai un problème par rapport à, comme je vous disais tantôt, la dose. Donc, et je dois servir le médicament, puis je dois agir immédiatement, je dois agir ponctuellement. Donc, je vais pouvoir initier, modifier ou cesser l'ordonnance dans ce contexte-là. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, je vais pouvoir initier, modifier ou cesser, encore une fois. Mais cette fois-là, ce ne sera pas juste en fonction d'une ordonnance, mais c'est la thérapie médicamenteuse dans son ensemble, suite à une demande de consultation sur le long cours, mais patient par patient. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un médecin avec qui je collabore très bien. On a une confiance mutuelle qui est établie et qui a un patient complexe avec une thérapie compliquée. Et je vais vous donner l'exemple, par exemple, d'un pharmacien en GMF qui va demander à son pharmacien, ben, est-ce que ce serait possible que tu me fasses pour ce patient-là une révision de la thérapie médicamenteuse? Et je voudrais que soit que tu me fasses des propositions d'amorce, de modification ou de cessation de la thérapie, fais-moi un plan puis redonne-le-moi. Ou dans la consultation, le médecin pourra bien dire, écoute, je te fais confiance, je te demande
non seulement d'initier, de modifier ou cesser les médicaments que tu juges opportuns, mais tu n'es pas obligé de me présenter un plan, tu peux le faire toi-même et tu vas m'avertir juste s'il y a tel élément. Donc, ça, c'est une communication par patient par patient. C'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, où on peut encore là initier, modifier ou cesser la thérapie médicamenteuse, ben c'est dans un contexte de pratique avancée. Là, c'est selon une attente de partenariat et là, c'est pour un groupe de patients. Prenons moi-même pharmacien en GMF, où effectivement, le médecin va dire pour tous les patients complexes, ils vont s'entendre, tous les patients complexes, c'est quoi un patient complexe pour toi, c'est quoi un patient complexe pour moi. Donc, pour tous les patients, voici ce que tu peux initier, modifier ou cesser la thérapie et tu peux le faire soit en présentant un plan, soit le faire toi-même en m'informant. Donc, ça va demeurer entre les professionnels. Les ententes de partenariat, ça peut s'établir avec qui? Avec des médecins ou des IPS et il y a des conditions qui doivent être réunies pour la pratique en partenariat. Donc, c'est partager une clientèle, partager un dossier patient de manière à ce que les informations soient communiquées. Il faut connaître les antécédents, il faut connaître le diagnostic, les intentions thérapeutiques. Donc, on comprend que le niveau de collaboration doit être important pour entrer dans des ententes de partenariat. On va, et dans le guide, vous allez les avoir. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, je vais vous lire chacun des éléments, mais il y a un certain nombre de choses qui vont être importantes à mettre dans une entente de partenariat. Je rassure tout de suite les pharmaciens d'établissement, là, il ne s'agit pas de faire des ententes de partenariat de 150 pages. Je sais que leur association était venue en commission parlementaire en disant on ne veut pas avoir, comme les ordonnances collectives, des choses de 25 ou 30 pages. C'est pas de ça dont il est question, mais c'est de s'entendre sur ce que j'offre, quand est-ce que je l'offre, comment je l'offre et comment je vais évaluer ces éléments-là. Évidemment, pour entrer dans des ententes de partenariat, ça va demander une certaine disponibilité au long cours. Alors, ça ne peut pas être une journée, c'est le pharmacien qui le fait, ou l'autre journée, c'est on n'est pas là, puis on n'avertit personne. Donc, ça vient un peu structurer l'offre de soins pharmaceutiques. Et d'ailleurs, on conseille d'avoir des offres de soins pharmaceutiques dans ce contexte-là de pratique en partenariat. Prolonger une ordonnance maintenant, là aussi, il y a des changements. C'est pour éviter une interruption de traitement pour le patient. Ça, c'était déjà là, mais il y a des changements. Donc, rappel, la thérapie à prolonger n'a pas à être utilisée de manière continue parce qu'on avait souvent cette question-là. On invite le patient à prendre un rendez-vous de suivi dans les meilleurs délais s'il n'en a pas, et selon notre jugement professionnel. Et les nouveautés, c'est qu'on va pouvoir, encore là, ça va demander changement réglementaire, mais on va pouvoir prolonger une ordonnance émise par tout professionnel habilité à prescrire un médicament au Canada, les infirmières, praticiennes, les dentistes, les optos, name it, tous ceux qui ont le droit de prescrire pourront le faire. Et l'autre changement, c'est qu'on était obligé de communiquer. Ça ne sera désormais que si le pharmacien le juge utile. Par exemple, vous prolongez et l'état de santé, vous êtes confortable de prolonger, mais vous dites qu'il faut absolument que le médecin le revoie rapidement, bien, vous pourrez le communiquer au médecin dans ce contexte-là. Au niveau de la substitution thérapeutique, là aussi, il y a eu des changements importants. On sait que vous pouviez substituer un médicament dans la mesure où on était en rupture complète d'approvisionnement au Québec. La loi a changé, on a enlevé le mot complet parce que complet, c'était très, très restrictif. Donc, essentiellement, ça veut dire quoi? C'est que comme pharmacien, je suis dans l'impossibilité d'obtenir de 2 grossistes reconnus les quantités nécessaires pour répondre aux besoins de vos patients. Il ne s'agit plus là, de chercher de midi à 14 heures s'il reste 3 comprimés à Havre-Saint-Pierre, par exemple. Donc, ça vient un peu changer
la dynamique. On a aussi le retrait de la notion de sous-classe. On ne pouvait pas prescrire, on pouvait seulement prescrire des médicaments de même classe ou de même sous-classe. On va pouvoir aussi substituer quand le médicament est encore sur le marché canadien, mais qu'on a été avisé qu'il sera retiré du marché canadien. Il y a une particularité, la substitution ne pourra pas avoir lieu au plus tôt 3 mois avant la date de ce retrait. Cette condition-là n'était pas le choix de l'Ordre des pharmaciens. Il y a eu, je dirais, un jeu d'équilibrage des intérêts à ce niveau-là. L'industrie était assez opposée à cet élément-là, donc il y a eu un peu de négociation. Et il y a une autre nouvelle situation, c'est que le patient présente un problème relatif à son administration. Par exemple, j'ai des patients en résidence qui ont des gynostomies, qui ont des tubes nasogastriques. Le choix du médecin fait en sorte qu'on ne peut pas passer ça par une gyno. Donc, je pourrais substituer dans ce contexte-là un médicament un médicament. Et j'ai ici aussi une nouvelle situation. Moi, je l'appelle la clause APPSQ. Donc, c'est les collègues de la PPSQ qui, en commission parlementaire, sont venus présenter que ce serait bien d'avoir aussi la possibilité de substituer lorsque je suis face à une ordonnance et que le médicament choisi par le médecin, ça fait poser un risque pour la sécurité du patient. Il y a quand même des conditions, c'est balisé. Je vais pouvoir substituer si le prescripteur ne peut pas être rejoint en temps utile. Par exemple, j'ai un antibiotique le vendredi soir, le médecin est parti, pas rejoignable, puis l'antibiotique doit être amorcé le plus rapidement possible. Et l'autre condition, que la situation clinique du patient justifie une amorce rapide, un peu ce que je viens de vous dire. Et encore là, une autre nouvelle condition, c'est lorsque le médicament n'est pas disponible dans le cadre des activités d'un établissement, donc que les médicaments ne sont pas au formulaire, là, comme on dit en établissement de santé. Les pharmaciens d'établissement le faisaient depuis longtemps, mais ce n'était pas si clair que c'était légal ou pas. Alors, on vient corriger cette situation à ce moment-ci. Techniquement, on n'a pas besoin d'avoir des règles d'émission là-dessus, ce genre de choses-là, mais il se pourrait qu'au niveau de l'aménagement local, on dise on va le faire dans telle ou telle situation. Ça va pour ça. Donc, administrer un médicament, j'en ai parlé un peu avec la vaccination, mais c'est là qu'on retrouve un élargissement de l'administration. Donc, la démonstration d'usage approprié, c'était déjà présent. Vient s'ajouter à ça la vaccination et vient aussi s'ajouter à ça, évidemment, qui dit vaccination, dit petit risque, mais quand même risque de réaction anaphylactique. Donc, il fallait que le pharmacien puisse administrer ces médicaments-là, mais on a élargi à toute situation d'urgence parce qu'on sait qu'on a des pharmaciens qui ont parfois eu à intervenir, par exemple, dans des infarctus. On a des pharmaciens qui ont eu à intervenir dans des réactions anaphylactiques, piqûres d'abeilles, ce genre de choses-là. Donc, la notion de traiter en situation urgente, oui, c'est pour la vaccination, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et les voies d'administration autorisées ont été aussi ajustées. Évidemment, pour administrer un médicament, il y a 2 formations obligatoires, ça ne change pas, technique d'administration de médicaments et RCR. Et si on veut vacciner, bien, s'ajoutent les formations que vous connaissez maintenant tous, là, parce que plusieurs d'entre vous êtes allés les suivre, que ce soit la formation du PIC ou la formation pour inscrire des vaccins au registre des vaccinateurs. En conclusion, notre pharmacien de 2025, puis je sais que c'est court 2025, mais je pense qu'on est une profession qui avons réussi à relever énormément de défis. Le pharmacien de 2025, dans notre vision à nous, à l'Ordre, c'est quoi? C'est un pharmacien qui s'est assuré d'une place
enviable au sein de l'équipe interprofessionnelle. On sait qu'en GMF, en établissement de santé, c'est déjà une réalité. En officine, c'est une réalité dans certains milieux. Dans d'autres, le lien avec l'équipe interprofessionnelle est plus difficile. On espère qu'avec ces activités-là, on va permettre aux pharmaciens d'assurer leur place au sein des équipes. Puis pourquoi? Parce qu'on pense que le pharmacien est celui qui est le mieux placé pour s'assurer de l'atteinte des objectifs de traitement et d'assurer la sécurité des patients qui soignent en matière, évidemment, d'usage approprié des médicaments. En 2025, dans notre esprit, les patients auront des attentes accrues. Puis de toute façon, ça, vous le savez, hein, les attentes des patients ne cessent d'augmenter. La loi 31, évidemment, est un élément supplémentaire, mais je pense que qui ne s'ajuste pas à ce moment-là, périt, mais on pense que 25, les patients auront des attentes accrues de qualité des soins et services. Et on espère, on se croise les doigts pour que la rapidité du service ne soit plus le seul élément important pour les patients, mais que la qualité des soins et services soit aussi pleinement reconnue par ceux qui en bénéficient. Comme je le disais tantôt, est-ce que c'est un sprint? Est-ce que c'est un marathon? Chose certaine, c'est un départ ou peut-être une continuité pour certains de l'évolution qui est déjà engagée. Il ne faut pas paniquer. Dans le train, il faut embarquer un passager à la fois. Ça ne donne rien de tous se ruer. On va juste créer un bouchon aux portes. Et donc, c'est un passager à la fois, une gare à la fois. Alors, écoutez, j'espère que ça a été rapide. C'est un tour d'horizon plutôt rapide, mais j'espère que ça vous aura informé sur les nouvelles activités. J'espère vous avoir donné le goût d'en savoir davantage. Je vous invite à lire le guide qui va sortir et surtout, je vous invite à faire la différence ou à continuer à faire la différence, mais encore avec plus d'outils la différence dans la vie de vos patients, avec plus d'outils, moins de difficultés, moins d'embûches pour vous. Puis moi, j'ai totalement confiance en notre profession. J'ai totalement confiance en vous. Merci. Manon, wow, merci beaucoup pour la présentation. C'était généreux, c'était chargé et je confirme qu'il y a beaucoup d'intérêt parce qu'on a reçu beaucoup de questions depuis le début de la présentation. On va tenter de répondre au maximum, mais on ne les aura pas toutes, bien entendu. Il y aura des suivis qui pourront être faits. Et maintenant, je veux signifier le fait qu'on a 500 participants qui sont branchés en direct et qui ont écouté la conférence. Alors, signe que c'était de grand intérêt. Il y a quelqu'un qui nous a posé une question à savoir si les contenus allaient être accessibles, les contenus de cette présentation qu'on vient voir. Alors, ce qu'on me communique, c'est que ce sera évalué et si oui, si c'est possible de partager les éléments de contenu, ce sera fait grâce à la dépêche. Alors, j'y vais, Manon, avec une première question pour vous. Qu'est-ce qu'on fait si le médecin prescripteur du traitement antérieur est maintenant à la retraite? Est-ce que je peux tout de même prescrire? Parce qu'avec le 5 ans, ça pourrait arriver un peu plus souvent. Oui, bien, la réponse est oui. Quand le prescripteur a prescrit, ben, tu sais, il était inscrit au tableau de l'ordre, il avait le droit de prescrire. Donc, c'est clair que le pharmacien tout à fait tout à fait, même si le médecin est à la retraite, effectivement, represcrire le traitement antérieur. Merci beaucoup. Deuxième question. Puisque la loi 31 permet la prescription de tests, peut-on prescrire des bandelettes et aiguilles de test de glycémie? La réponse est oui. C'est un peu ce que je disais tantôt, les fournitures, les équipements. On a eu beaucoup de débats avec le ministère en disant, vous êtes certain qu'on n'a pas besoin de mettre ça dans la loi pour que le pharmacien puisse faire et surtout que le patient puisse être remboursé. Hein? C'est un peu ça qui est l'idée. Alors, la réponse du ministère a été claire, c'est oui. Donc, on n'a pas besoin, vous ne le verrez pas dans la loi sur la pharmacie. On n'avait pas besoin, selon le ministère, de le mettre, mais vous pouvez d'ores et déjà le prescrire. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Autre question, est-ce que vous savez si l'Association des bannières et chaînes de pharmacie a fait de nouveaux algorithmes pour les nouvelles activités complémentaires à celles de 41 dans Amorcer pour conditions mineures? Ben oui, écoutez, on a attaché toutes les choses. Depuis plusieurs années, on tente de travailler, on tente, puis on réussit, je pense, de travailler en collaboration avec les partenaires. Puis la BCPQ, et je dois souligner sa belle collaboration à ce niveau-là, sont déjà à pied d'œuvre et si je ne m'abuse, les algorithmes sont prêts et ils pourront être disponibles dès que ces conditions-là seront mises en vigueur. Donc, belle collaboration. En fait, cette question-là me permet de souligner la générosité des partenaires, que ce soit la BCPQ, la PPSQ, la QPP, donc l'APES au niveau des ententes de partenariat, on est déjà au travail avec eux. Les facultés avec lesquelles on a échangé, puis j'en oublie probablement là, des partenaires qui ont contribué, mais je voudrais vraiment les remercier. La loi 31, si éventuellement c'est un succès, c'est pas un succès de l'ordre, c'est un succès d'équipe. Très bien. Alors, le message est partagé. Prochaine question. Est-ce que des corridors de services sont prévus pour référer les patients pour lesquels on débute un traitement pour le zona ou l'influenza? Écoutez, on a eu de grandes discussions avec le ministère. C'est ce qu'on aurait souhaité, que les corridors de service soient déjà établis, parce que c'est clair que ce ne sera pas toujours facile de référer aux médecins. Pour le moment, du côté des affaires médicales, ils ne sont pas allés jusque-là. On ne lâchera pas. En même temps, l'obligation du pharmacien, ce sera de bien informer le patient des risques de ne pas consulter, de lui fournir l'information, mais le pharmacien ne pourra pas être tenu responsable si le patient, à l'autre bout de la ligne, il n'y a pas de réponse. Mais je pense qu'en informant bien le patient des risques et tout ça, éventuellement, ben, c'est peut-être dans certains cas, par exemple pour la grippe, l'urgence qu'il faudra recommander. Mais c'est quelque chose qui aurait été beaucoup plus simple, mais qu'on n'a pas réussi à accomplir jusqu'à maintenant. Très bien. La prochaine question a un certain lien. En fait, on nous demande, est-ce que j'ai bien compris qu'on peut faire 100% des activités de la loi 31? J'étais sous l'impression que certaines activités, par exemple, Zona, n'étaient pas encore autorisées. Non, effectivement, vous avez totalement raison. Je ne les ai pas toutes soulignées à ce moment-ci. Il y en a certaines que j'ai dit qu'il faut attendre le règlement. Donc, il y a des activités qui sont d'ores et déjà en vigueur. Puis, je peux peut-être vous donner la liste, là. L'évaluation de la condition physique et mentale, ça, c'est déjà en vigueur. De toute façon, comme je vous le dis, les pharmaciens le faisaient déjà. Effectuer un prélèvement en introduisant un instrument dans le pharynx, c'est déjà en vigueur. Administrer un médicament aux fins de la vaccination puis en situation d'urgence, on sait que c'est déjà en vigueur. Prescrire un médicament de vente libre, c'est déjà en vigueur. Et puis, évidemment, pour ce qui est des conditions mineures, diagnostiques, lorsqu'il y a eu un diagnostic antérieur, ben, ça demande un règlement pour ce qui est des conditions préventives. Ça demande un règlement. Dans un cas, c'est un règlement du collège, dans l'autre cas, c'est un règlement de l'ordre. Mais donc, oui, vous avez raison. On pourra peut-être mettre une liste, puis je pense, je ne sais pas si on l'a dans le guide, là, mais pour clarifier les choses pour les membres, dire ce qui est en vigueur actuellement et ce qu'on attend comme règlement. J'en profite pour mentionner que les règlements sont tous terminés. Ça a été négocié avec le Collège des médecins. Ils sont passés dans la gazette officielle et ils ne demandent pour être mis en application que la décision du ministre de la Santé d'amener le dossier au Conseil des ministres. Et évidemment, on fait beaucoup de représentations pour que ça soit mis en vigueur le plus rapidement possible. On sait que durant la pandémie actuelle, les pharmaciens ont agi de façon exemplaire, ont aidé leurs patients. Ben, d'avoir ces outils-là de façon pérenne, je pense que ça va nous permettre d'encore mieux aider nos patients.
Merci. Je pense que c'est une question qui était très à propos. Merci pour l'explication et ce qui pourra suivre comme précision écrite. Prochaine question, est-ce que l'Ordre envisage émettre un avis concernant la question de la franchise et coassurance sur les actes de la loi 41 et 31? Et c'est suivi d'un commentaire. Je comprends que ce n'est pas le mandat de l'Ordre de négocier les ententes entre les pharmaciens et la RAMQ, mais ces frais constituent clairement un frein pour Ouais. les soins aux patients. Alors, est-ce que Ben, l'Ordre envisage émettre un avis? Ben, en fait, on l'a émis, cet avis-là, il y a longtemps. On l'émet, à chaque fois qu'on a, l'occasion de le faire et pour moi, puis je pense que pour la QPP aussi, je ne me trompe pas, c'est pas une question de rémunération, là. La contribution des patients, ça n'a rien à voir avec la rémunération des pharmaciens. Le prix, qui est chargé pour le service, est le même, là. Ce dont il est question ici, c'est combien le patient contribue. Et ça, de notre point de vue, et on le dit souvent, c'est sûr que si d'un côté, on a le patient qui peut avoir accès aux services de façon, je dirais gratuite, parce que rien de gratuit, là, c'est payé entièrement par le gouvernement d'un côté, et de l'autre côté, on demande aux patients de contribuer. Ben, pour certains patients, qui ont peut-être les finances serrées ou pour des questions de principe, ben c'est sûr qu'on va continuer à aller chez le médecin et là, on n'atteindra pas notre objectif de désengorger, d'augmenter l'accès. Alors, pour nous, c'est même pas une question de négociation et ce n'est pas non plus pour la QPP. C'est une question de faire en sorte que si on est sérieux dans la volonté gouvernementale d'augmenter l'accès, ben, il faut qu'on agisse en conséquence. Donc, l'Ordre l'a déjà dit, l'Ordre le dit et l'Ordre le dira tant que les choses ne seront pas changées. On va se transformer en tâche pour le gouvernement à ce niveau-là. Alors, le message est clair. Merci beaucoup, Manon. On va s'arrêter là-dessus pour les questions. On veut donner le temps aux gens de prendre une pause avant la remise de prix. Je veux vous remercier sincèrement pour avoir accepté à pied levé de faire cette présentation qui était fort à propos et merci d'avoir répondu aux questions des participants en direct. Merci beaucoup. Merci, Manon. Alors là-dessus, tout le monde, je vous donne rendez-vous à 15 heures. Alors, remarquez que c'est dans moins d'une demi-heure. On veut que vous soyez de retour avec nous parce qu'on va souligner le travail exceptionnel, remarquable de plusieurs de vos collègues. Alors, soyez là en grand nombre pour célébrer avec nous ce moment important. Et je vous rappelle, en fait, qu'il va vous suffire de cliquer dans le haut de la page en direct et choisir remise des prix d'excellence parmi les activités proposées. C'est là que ça va se passer en ligne, en direct. À tout de suite.